Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Écoutez, je remercie d'abord Emmanuel et puis Arnaud, qui n'est pas là, hein, mais les absents ont toujours tort. Je les remercie parce qu'ils m'ont invité, ils ont tenu bon pour m'inviter, alors que je ne vous cacherai pas que dans certains cas, mes résultats et mes démarches ne plaisent pas à tout le monde et à tous les organismes, mais ils ont tenu bon. Je pense que c'est normal, mais en même temps, c'est courageux de leur part de l'avoir fait. Et j'espère avoir bien rendu leur confiance. Et puis, on va encore le faire une nouvelle fois. Ceux qui étaient là aussi, pas, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses qui se recoupent, mais j'ai quand même tenu à faire quelque chose de différent. Pareil pour ceux qui étaient là pour la part, hein, parce que j'ai mon premier fan au premier rang. Hein, donc, ce sera différent, c'est promis. J'ai gardé des petites surprises. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de biopiraterie et surtout des stratégies pour essayer de prévenir ça, ou en tout cas... essayer de le prévenir et puis de s'en sortir. Alors, je voudrais commencer d'abord par une petite parenthèse historique en ce qui concerne les premiers contacts et l'usage des savoirs traditionnels. Donc là, vous avez représenté à l'écran les rencontres entre les premiers colons français au Canada et les communautés. Et en fait, c'est intéressant parce que sans l'aide des communautés, je ne sais plus si c'est le premier ou le second hiver, une grande partie de l'équipage de Jacques Cartier aurait été complètement décimée par le scorbut. Ils étaient extrêmement malades, et sans les savoirs qui ont été partagés par les communautés, la majeure partie de l'équipage aurait succombé. Et donc apparemment, on n'est plus trop sûr, hein, mais l'interprétation la plus courante, c'est que c'est des connaissances liées au cèdre blanc qui a permis de sauver les communautés. Puis je relisais ça cet après-midi, et apparemment, ils ont quand même essayé de tromper les communautés pour accéder au savoir. Hein. Bon, comme quoi, hein, mine de rien. Parce que je vais faire une parenthèse sur une autre... C'est bon? Ah oui, c'est bon. Ok. Oui, donc je continue sur l'aspect historique, les premiers contacts et l'accès au savoir traditionnel et aux ressources d'intérêt. Il y a énormément de sources historiques qui montrent à quel point, dans le cadre des processus coloniaux, des rencontres entre les peuples européens et les communautés, en particulier dans le Nouveau Monde, vous avez eu des tentatives d'accéder à tout prix à ces ressources. Hein. Les processus de colonisation, l'idée c'est avant tout d'aller chercher des nouvelles ressources, de les rapporter en métropole, et puis pour le coup le terme métropole là est vraiment, c'est le bon usage, pour pouvoir les exploiter. Et donc vous avez tout un tas d'exemples historiques dans lesquels on vous explique que tous les moyens étaient bons finalement pour accéder à ces savoirs-là. Et je vous montre cet exemple-là, puis il y en a un autre qui est très intéressant dans cet ouvrage Colonial Botany, où vous avez le récit d'un explorateur qui va jusqu'à torturer les gens pour obtenir la recette le remède à un poison qui est utilisé par les communautés. Et donc il va jusqu'à empoisonner une personne, l'attacher à un arbre, lui dire donne-moi le remède maintenant parce que sinon tu vas mourir. Et il finit par avoir son remède. Donc voilà, donc l'idée c'est que dès les premiers contacts, tout de suite, il y a eu une volonté d'accéder aux plantes et au savoir de ces nouvelles régions-là. Et autre point important, qui était l'objet de ma première diapositive, c'est que très souvent, les communautés ont partagé ça de manière absolument ouverte et sans arrière-pensée à ce niveau-là. Je fais une petite précision. J'emploie le terme communauté pour faire référence à une très grande diversité de réalités. J'emploie communauté par commodité de langage, hein, et parce que c'est les termes qui sont employés au niveau international, donc j'emploie communauté autochtone et locale. Mais ça recouvre une grande diversité de réalités. Bon, donc des ressources convoitées à tout prix. Alors aujourd'hui, ce sont encore des ressources qui font l'objet de nombreuses attentions de la part des chercheurs. Et je dirais même qu'il y a un intérêt qui est renouvelé par rapport à ces ressources-là parce qu'on a des nouvelles techniques d'analyse de la biodiversité. Donc ces savoirs-là sont encore intéressants pour les chercheurs. Et comme vous pouvez le voir, il y a deux grands axes, deux grandes justifications à l'intérêt pour ces savoirs-là. C'est d'abord ce que j'appelle la recherche fondamentale. Je l'ai mis entre guillemets parce que dans l'absolu, tout est recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'au départ, tout est recherche sans but commercial, et éventuellement ça deviendra commercial, mais bon, peu importe. Donc des recherches fondamentales qui visent à référencer les savoirs traditionnels en lien avec la biodiversité, et c'est très souvent indiqué comme ça dans les publications. Le but, c'est de contribuer notamment à la conservation de ces savoirs-là, puisqu'on fait le constat qu'il y a des phénomènes d'érosion et de disparition des savoirs. J'ai mis tel qu'annoncé, parce que c'est effectivement comme ça que c'est indiqué dans les ouvrages, et il ne m'appartient pas ici de juger si effectivement ça conserve les savoirs ou si ça ne les conserve pas. Mais en tout cas, c'est annoncé comme ça. Donc, premier axe, on va aller recueillir les savoirs pour contribuer à leur conservation. Le deuxième axe, c'est plutôt de la recherche fondamentale. Deuxième axe, c'est la valorisation des savoirs traditionnels pour le développement d'innovations biotechnologiques. Je vous mets au tableau un exemple très récent, la plante Cassia Mara en Guyane.
qui a fait l'objet d'une valorisation pour l'identification d'une molécule d'intérêt, la simalicalactone E, et qui a fait l'objet de dépôt d'un brevet. Donc là, vous avez un autre projet dans lequel on n'est plus seulement sur l'identification, mais on va utiliser les savoirs pour identifier des plantes d'intérêt et développer une invention biotechnologique. En pratique, ces deux types de recherche et ces deux justifications sont souvent convoquées ensemble et sont combinées dans les projets de recherche. Voilà. Mais deux justifications qui expliquent pourquoi encore aujourd'hui on a beaucoup de projets menés en lien avec les savoirs. Et c'est fou parce qu'il suffit de regarder les publications dans ce domaine-là, il y a encore énormément de choses et de projets qui sont menés. Parfois, vous allez trouver des auteurs qui vont vous dire que non, on a tout trouvé, on n'a plus besoin d'avoir accès au savoir traditionnel. Moi, mon opinion personnelle par rapport à tout ce que je peux lire et le nombre de références d'articles qui sont publiés chaque année, c'est quand même qu'il y a encore beaucoup de projets qui sont menés. Et j'avoue que j'ai du mal à croire qu'on ait tout publié, que les communautés aient tout transmis au milieu de la recherche. Et il suffit de voir les projets menés, encore une fois, pour s'en convaincre. Et un autre élément important, c'est que ces savoirs-là évoluent dans le temps, évidemment. Donc c'est pour ça que vous avez souvent des projets qui sont refaits, parce que les données qui ont déjà été collectées sont dépassées. Bon. Alors, oui, pourquoi la collaboration entre les chercheurs et les communautés est importante? Alors, je résume vraiment les choses, et je vulgarise, mais disons que pour les chercheurs, ces projets-là sont importants. Alors, d'un point de vue purement pragmatique, le salaire. Et j'aime le mentionner en premier, les salaires, parce que souvent en réunion, on me répond que les chercheurs n'ont aucun intérêt financier, qui sont complètement désintéressés, leur seul but dans la vie, c'est la connaissance. Non, c'est quand même des gens qui sont payés, qui ont des comptes à rendre au niveau de leur institut, donc il faut faire des publications, de plus en plus de pression pour la publication, pour pouvoir monter en grade, avancer dans la carrière, etc. Donc le salaire, c'est quand même important. Un chercheur, ça ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Bon, donc le salaire. La curiosité quand même, parce que c'est vrai que dans beaucoup de cas, ce sont des gens qui ont vraiment une... je perds mes mots en français, qui ont une vocation pour ce milieu-là, pour ces domaines-là, qui ont envie de produire de la connaissance, qui sont curieux de leur objet de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui peut les motiver également et qui peut être intéressant pour eux. Et évidemment, l'avancement des connaissances. Donc ça, évidemment, aussi pour les chercheurs. On peut changer l'ordre si vous voulez, c'est pas très grave, j'ai pas mis de numéro, vous voyez. Bon, pour les communautés, la recherche scientifique peut être utile du point de vue de la revitalisation des cultures. Il y a des cas à travers le monde dans lesquels les communautés souhaitent collaborer avec les chercheurs parce que ça contribue à valoriser la culture, ça contribue à valoriser ces savoirs-là. Donc ça a un impact positif sur le développement de la culture. Et dans certains cas, ça permet de raviver cette culture-là auprès des jeunes ou des moins jeunes. La curiosité aussi. Curiosité tout simplement pour continuer à mener des projets. Et oui, je vous mets répondre aux attentes et aux intérêts des communautés parce que la recherche peut contribuer à répondre à ces attentes et aux intérêts des communautés. Pour peu que les communautés les expriment et que les chercheurs les écoutent, ça peut contribuer à l'avancement de certains projets qui sont menés par les communautés. Je ne sais pas moi, de protection d'un certain espace, on peut imaginer énormément de choses. Il y a des cas au Canada, par exemple, de suivi de population. Les chercheurs amènent de la connaissance qui va être utile pour les communautés pour divers projets, y compris des projets juridiques dans certains cas, quand il faut documenter des pratiques pour revendiquer des droits sur le territoire. Bon, et je mets ressources financières, parce que ce n'est pas forcément le cas encore en France, mais sachez que dans certains pays, par exemple comme le Canada, les experts qui interviennent dans les projets scientifiques sont compensés pour leur temps et pour leur investissement dans le projet de recherche. Et c'est quelque chose que je trouve parfaitement normal, dans la mesure où ces gens-là donnent du temps. On a tendance à considérer que les gens ne font absolument rien, qu'ils sont totalement libres, comme le sont les chercheurs, de dégager du temps pour venir à une conférence, pour venir participer, contribuer. Non, souvent, c'est des gens qui travaillent, qui en plus sont dans certaines régions éloignées, en tout cas pour le Canada, et donc doivent faire beaucoup de routes pour venir à des réunions, des rencontres. Donc il est normal qu'ils soient compensés. Et ça, techniquement, c'est vraiment une source potentielle de financement. C'est-à-dire que dans les budgets de recherche, on peut imaginer des compensations pour les personnes qui contribuent. Et quand je parle de compensation, ça peut être direct ou indirect. Ça peut être de la formation de jeunes, ça peut être de la construction de certaines infrastructures qui vont servir à la recherche et rester dans la communauté. Ça peut être tout ce genre de choses-là. Donc ça, il ne faut pas le minimiser. Et encore une fois, la recherche, c'est aussi de l'argent. C'est des budgets avec de l'argent. Donc quand on dit il n'y a pas d'argent, oui, il n'y a pas d'argent pour ça dans ce cas-là. Mais il y a de l'argent pour des billets, il y a de l'argent pour des billets d'avion, etc., etc. Donc il ne faut pas négliger ça. Bon. Une petite pause. Allez, salut.
Alors, oui, pourquoi c'est important aussi de combiner savoir scientifique, savoir traditionnel? Là, je me base sur une théorie qui s'appelle l'écologie des savoirs, qui est développée par le professeur Boaventura de Sousa Santos, un auteur portugais, qui est très intéressant parce qu'il s'intéresse à valoriser les expériences qu'il appelle au Sud. Et donc, en fait, des expériences qui souvent sont marginalisées, qui ne sont pas prises au sérieux. Alors, selon sa théorie, il existe une multitude de façons d'appréhender le monde, que ce soit à la manière de la science occidentale ou au contraire des cultures autochtones. Et ce qui est très important, c'est que cette multitude de points de vue d'appréhender le monde, pour lui, c'est une richesse. Et ce qui est très important, c'est que chaque manière de voir le monde va permettre d'apporter des éclairages originaux et en même temps va laisser dans l'ombre certains éléments. D'où l'intérêt de combiner des approches différentes pour avoir une vision la plus globale possible. Sachant que une des prémices de cette théorie-là, c'est qu'il est impossible d'avoir une vision globale, totale de la connaissance. D'où l'intérêt de s'appuyer sur la diversité des visions du monde pour avoir une approche la plus informée et la plus complète possible. Donc, je pense que c'est à peu près bon sur tout ce que je voulais vous dire. Donc, importance de combiner, par exemple, science occidentale et savoir traditionnel. La science n'est pas capable de comprendre tous les phénomènes aujourd'hui. Il y a énormément de limites. Quand bien même, très souvent, on a l'impression que la science est infaillible, etc. C'est loin d'être le cas. Et donc, il faut être conscient de ses limites en tant que chercheur. Et c'est là l'intérêt d'avoir l'apport des savoirs. Et il y a énormément d'exemples à travers le monde. Au Canada, il y a beaucoup de choses qui se font en cogestion environnementale. Donc, des comparaisons de suivi de population, par exemple, entre les données scientifiques et les données autochtones. Et souvent, on a des surprises, parce que ce n'est pas les mêmes manières, pas les mêmes méthodes de suivi et d'observation. Et donc, dans certains cas, il y a des différences, et ces différences-là sont extrêmement riches, justement, pour essayer de voir pourquoi il y a une différence et qu'est-ce que ça nous apporte de plus en termes de connaissances. Donc, très important, hein. Attention, je ne prône absolument pas... oui, il y a des abus dans le cadre de certains projets qui impliquent les savoirs traditionnels, mais je ne prône absolument pas une rupture, une fermeture des communautés et la fin des collaborations. Ces collaborations-là sont extrêmement riches. Pour peu qu'on ait des gens qui soient suffisamment ouverts des deux côtés pour avoir un enrichissement mutuel et pas l'un qui vient extraire des connaissances pour son seul bénéfice et l'exploiter pour son seul bénéfice. Ok. Alors, oui, alors je vais faire un peu de droit, mais je vais aller très très vite avec ça, c'est promis. Parce que donc on parle de projets impliquant les communautés et l'utilisation de leur savoir traditionnel. Donc très rapidement, l'idée principale, c'est qu'il existe une reconnaissance qui a été adoptée au niveau international à partir de 92. Donc Convention sur la diversité biologique, j'imagine que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Donc une convention qui met en avant notamment le consentement libre et éclairé, le consentement préalable libre et éclairé, et la notion de partage juste et équitable des avantages. Je veux tout de suite dissiper un doute. Cette convention ne crée pas ces principes-là. Et on va y revenir très très vite, vous allez voir pourquoi. Mais cette convention-là ne crée pas ces principes-là. Elle reconnaît seulement l'obligation pour les États de vérifier que ces principes-là sont bien mis en œuvre dans le cadre de l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés. Mais elle ne crée pas ces principes-là. Ça, c'est vraiment important parce que les gens ont l'impression qu'en 92, tout a changé et que d'un coup, il fallait absolument respecter ces principes-là. Non, non, non. Avant même cette date-là, on peut considérer que ces principes-là existaient. On va voir pourquoi, très rapidement. Donc, 92, il y a cette convention-là. Ce qui est très important de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'activités autour de cette convention. Ils se réunissent tous les 2 ans, si je ne me trompe pas. C'est en ce moment, d'ailleurs, qu'ils se réunissent ou très bientôt. Donc, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de travaux. Il y a des choses très intéressantes. Mais bon, ça fait quand même presque 30 ans qu'on en parle et il y a quand même des limites à ce qu'on est capable de faire au niveau international. Donc, mais bon, il y a quelques outils qui existent et qui sont sous-estimés, des outils annexes à cette convention-là, qui sont des outils qui permettent de compléter le texte et qui donnent des indications sur comment la mettre en œuvre. Très important ça, sur le terrain. Les lignes directrices de Beaune, celles-ci, elles sont vraiment bonnes. Et il y a ce fameux code de conduite éthique qui donne aussi beaucoup d'éléments sur le consentement préalable libre et éclairé. Les gens ont tendance à l'oublier aussi parce qu'ils considèrent que ce n'est pas obligatoire. Donc on le laisse de côté. Mais sur cette histoire de obligatoire, contraignant, etc., il faut vraiment être un petit peu plus relax parce que ce n'est pas nécessairement ça la question, comme on va le voir. Bon, et évidemment, protocole de Nagoya en 2010, ce protocole qui est très intéressant quand même, mais qui n'apporte pas énormément de choses nouvelles par rapport à la Convention sur la diversité biologique. Donc beaucoup de droit international, beaucoup de développement. Et bon, oui, donc ce fameux système d'accès et de partage des avantages, alors je ne rentre pas dans le détail du schéma, j'aurais pas dû le mettre en fait, mais les principes fondamentaux, le consentement libre et éclairé des fournisseurs de ressources ou de savoir et un partage juste et équitable
des avantages qui découlent de l'utilisation de ces ressources et de ces savoirs. Donc en gros, c'est le droit pour les communautés, notamment, de décider comment vont circuler les ressources qui ont été développées, qui sont détenues par ces communautés. Ça peut être des semences, ça peut être des choses comme ça, et dont les savoirs vont circuler également. Et donc vous avez ces textes-là, mais le texte le plus important, c'est la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, article 31, sur le droit absolu pour les communautés de décider de la manière dont vont circuler leur savoir, leur pharmacopée, les semences, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un droit qui aujourd'hui est absolument reconnu. Et je veux dire, c'est d'autant plus reconnu qu'en fait, c'est un droit qui existe pour la plupart des gens, et en particulier les chercheurs. Au niveau des connaissances, etc., tout ça doit circuler avec leur accord. Mais on va revenir là-dessus. Donc, le droit international terminé, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire. Très intéressant, mais j'ai beaucoup aimé ça pendant longtemps, et maintenant je suis passé à autre chose. Au niveau des autorités étatiques, donc très souvent, on considère que les États sont les autorités responsables de la mise en œuvre des régimes d'accès et de partage des avantages. Donc là aussi, encore une fois, c'est un raccourci. C'est une idée préconçue qui n'est pas en cohérence avec le texte de ces traités-là, puisque les traités disent seulement les États doivent regarder leur situation nationale et décider si c'est pertinent, et si ça l'est, ils doivent décider des moyens de s'assurer que le consentement et le partage des avantages a bien été mis en place. Excusez-moi. Et donc l'idée, c'est que vous n'avez pas nécessairement à mettre en place un régime d'accès et de partage d'avantages comme tout le monde le fait. Toutes les solutions sont possibles, toutes les stratégies peuvent être envisagées. Vous n'êtes pas obligé d'adopter une loi, par exemple, vous pouvez adopter une politique, vous pouvez adopter un code de conduite, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce que vous pensez être le plus pertinent, le plus efficace. Donc ça, il faut déjà aussi là, se décomplexer par rapport à ça. Bon, finalement, il y a très très peu d'États qui ont adopté des régimes. Au niveau international, des régimes d'accès et de partage d'avantages, il y a très très peu d'États qui ont sauté le pas. Quand ils ont sauté le pas, c'est souvent la même chose, et c'est souvent assez stéréotypé. Et ce qu'on peut en dire très rapidement, c'est que ça ne marche pas du tonnerre. C'est souvent des usines à gaz qui ne sont pas nécessairement très adaptées aux pratiques de terrain. Donc très compliqué à mettre en place sur le terrain. Pour la Polynésie française, vous avez une loi du pays en 2012 qui est un cadre qui rentre vraiment dans la lignée de tout ce qui s'est fait un petit peu ailleurs, Nouvelle-Calédonie ou autre, qui n'est pas un mauvais cadre en soi, qui va aussi loin, je pense, que peut faire une loi du pays dans ce domaine-là. Avec des difficultés après évidemment de mise en œuvre, mais qui ne sont pas liées nécessairement au texte. Donc en 2012, mais pas d'arrêté d'application, pas d'arrêté de mise en œuvre. Donc ça pose des limites par rapport à ce cadre-là. Et dernière parenthèse, en matière de propriété intellectuelle, la compétence est locale. Donc on peut imaginer une loi du pays sur la protection des savoirs traditionnels éventuellement un jour, et sur la médecine traditionnelle en général. Sachant qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, la pratique de la médecine traditionnelle est illégale. Donc ça, il faut aussi expliquer ça. Mais il faut que je vérifie cette information-là. Mais normalement, je la tiens de quelqu'un qui connaît son domaine. Bon. Donc, une fois qu'on a dit qu'on a du droit international, qu'au niveau national, souvent, ça ne fonctionne pas très très bien et il n'y a pas de mise en œuvre très précise. La question qui se pose, c'est qui pour prendre le relais des États et du droit international? Alors, il y a ce monsieur donc, qui est canadien, qui est un sociologue du droit, qui est super intéressant, qui nous dit « Quand l'État ne réglemente pas, d'autres s'empressent de le faire à sa place. Le vide laissé par l'État est rapidement comblé. » J'irai même au-delà. En fait, cette notion de vide juridique, c'est quand même une notion qui est assez... mince, comment on dit déjà quand c'est... surévalué peut-être, ou on en fait tout un pataquès avec cette notion de vide juridique. Les vides juridiques finalement sont très très peu nombreux en droit, parce que vous avez toujours des mécanismes qui sont mis en place par les sociétés pour régler un problème. Donc quand bien même vous n'auriez pas de texte spécifique, il y a quelque chose qui prend la place et qui va permettre de réguler les relations. Donc ça c'est très important. Et en fait, c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est que vous avez les acteurs locaux qui font énormément de choses, y compris quand ils décident de ne pas mettre en œuvre la Convention, parce que cette décision de ne pas mettre en œuvre ces principes-là, c'est une manière de faire en fait, c'est une stratégie qui consiste à ne pas reconnaître ces principes-là et à ne pas les appliquer. Bon, donc là on va se placer uniquement pour l'instant du côté des bioprospecteurs. Donc les gens qui sont intéressés par les ressources génétiques et les savoirs traditionnels, et on va rentrer dans la biopiraterie, je suis désolé, je sais que ça fâche, mais on va rentrer dans la biopiraterie un tout petit peu, je vais essayer de le faire de la manière la plus douce possible, c'est promis, je sais que je suis filmé, donc je fais très attention, ou pas, à ce que je raconte. Donc 3 scénarios. Le premier scénario pour un bioprospecteur qui est confronté à cette situation-là,
c'est de se dire, je vais arrêter tout projet de recherche dans l'attente d'une évolution légale. Donc je ne mène plus de projet en lien avec les savoirs, je ne mène plus de projet sur les ressources de la biodiversité, j'arrête tout, je change de domaine parce que c'est trop risqué, c'est trop compliqué, je ne sais pas comment faire, je vais attendre qu'un cadre légal soit adopté. Donc c'est une première approche que j'appellerais précautionneuse peut-être. La deuxième approche, c'est la poursuite des projets comme si de rien n'était. Donc ça c'est l'approche que j'appellerais pas vu pas pris, ou l'approche de l'autruche. Donc je considère que parce qu'il n'y a pas de cadre légal, c'est pas à moi de mettre en place ces textes-là, je considère que c'est à l'État de le faire, ce qui est discutable, hein, soit étant pas ça, donc c'est quand même un risque que prennent les acteurs locaux, et je vais continuer mes projets comme si de rien n'était. Et au pire, si je me fais attraper, je dirais que je n'avais pas d'obligation de faire autrement. Donc c'est une approche qui est envisageable aussi. Hein. La troisième approche, c'est la poursuite des projets en tentant de mettre en œuvre les principes de l'accès et du partage des avantages. C'est-à-dire que je vais essayer, parce que je suis conscient que ces principes-là existent, je vais essayer de les mettre en œuvre, parce que je sais qu'il y a quand même un risque, si je me fais attraper à ne pas les respecter, qu'on vienne m'embêter avec le respect de ces règles-là. Donc je vais essayer de les mettre en œuvre et puis essayer de faire au mieux avec la situation légale telle qu'elle se présente. Donc je vais essayer de mettre en œuvre des mesures pour montrer ma bonne foi, pour essayer de montrer que ces principes-là me tiennent à cœur et je veux essayer de les respecter. Bon, peut-être que je peux vous poser la question, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus raisonnable dans ces options-là? Monsieur Buteau, vu que vous êtes un spécialiste. Il est possible que les gens aient envie, sans pas obliger forcément par la trame, aient envie de bien travailler avec les communautés. Oui. Oui, oui. Oui. Bon, évidemment, c'est une question qui n'est pas très compliquée parce que si on veut une option, une stratégie dans laquelle il y a le moins de risques possible, à la limite, soit l'option 1 ou soit l'option 3. L'option 2, elle est possible, hein, mais elle est extrêmement risquée à mon avis, hein, et puis on va en parler sûrement. Mais l'option 1, elle a quand même un désavantage, c'est-à-dire qu'en tant que chercheur, en tant que bioprospecteur, c'est aussi la stratégie qu'on peut appeler tourner le dos, parce que vous refusez de confronter le système. Et ça, quand même, il y a quand même tout un tas de théories là-dessus, en particulier au Canada, et je sais qu'en France, c'est pas aussi développé, mais j'ai lu des choses très intéressantes au Canada sur l'engagement nécessaire, voire indispensable des chercheurs qui travaillent dans le domaine du droit des peuples autochtones, de s'engager à confronter le système, parce qu'on a un système qui est encore extrêmement colonial. Les chercheurs sont au sein d'universités, en tout cas pour le Canada, et donc sont au sein de réseaux qui sont encore empreints de beaucoup de colonialisme, qui bloquent encore beaucoup l'accès des communautés à l'enseignement universitaire, qui contrôlent encore beaucoup les canaux de pouvoir, de diffusion, etc. Les chercheurs sont des gens extrêmement privilégiés, hein, qui ont accès à des canaux de diffusion et des pouvoirs assez importants. Donc toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces pouvoirs-là? Et le problème, c'est que si vous prenez l'option 1, vous tournez complètement le dos à ce combat-là, ce qui est possible, hein, encore une fois, hein, mais ça veut dire que vous retirez tous vos moyens et tout ce que vous êtes capable de faire avec les moyens que vous avez. Donc après, c'est un choix éthique, c'est un choix philosophique, un choix politique, si vous voulez, mais je tenais quand même à le signaler. L'option 3, on essaye quand même de faire quelque chose de positif. Il n'est pas dit que ce sera parfait, il n'est pas dit que ce sera optimal, etc. Mais en tout cas, il y a une démarche d'essayer de changer les choses. Bon. Alors, on va revenir sur l'option 2, parce que, en ce qui concerne les risques de l'option 2, alors, risque évident, hein, et puis je suis désolé, je remplis le mot biopiraterie, mais le risque de l'option 2, c'est d'avoir des comportements qui vont pouvoir être qualifiés de biopiraterie. Et malheureusement, on a quelques exemples récents dans l'outre-mer français, et puis on peut discuter de la pertinence de la qualification après, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Mais les exemples récents, c'est Cassia Mara en Guyane, le faux tabac en Nouvelle-Calédonie. Vous avez 6 plantes calédoniennes qui sont concernées par 6 brevets qui ont été développés par une société privée, et qui ont fait l'objet d'un développement grâce au savoir traditionnel. Donc c'est des pratiques qui peuvent attirer l'attention aujourd'hui, qui peuvent être qualifiées de biopiraterie. Donc ça, c'est un premier risque. Alors pourquoi j'appelle ça de la biopiraterie? Puis on peut en discuter. Hein. J'ai pris de manière arbitraire une définition, qui est la définition de l'Institut de recherche pour le développement. Bon, je vous dis pourquoi j'ai pris celle-là, sans adage et puis en arrêtant de tourner autour du pot. C'est que les cas que je viens d'évoquer, c'est des cas qui malheureusement impliquent cet institut-là. Loin de moi l'idée de dire que c'est le seul institut impliqué. Mais dans les cas que j'ai mentionnés, c'est cet institut-là malheureusement qui est impliqué. Donc c'est pour ça que je suis allé chercher sa définition, pour voir si les pratiques étaient en accord avec les définitions qui sont acceptées par cet institut-là. Donc vous voyez, on nous dit que la biopiraterie résulte de l'utilisation par les entreprises
et un institut de recherche. Donc là, on est donc sur un institut de recherche français qui a utilisé 2 substances actives. Donc je vous ai parlé de la simalicalactone E, issue de plantes, donc Cassia amara en l'occurrence, sans l'autorisation des instances de ces pays, donc en l'occurrence la Guyane ou la France, pour élaborer de nouveaux produits pharmaceutiques ou autres. Donc là, on parle d'un médicament pour lutter contre le paludisme, par exemple, et déposer des brevets à leur seul profit. Et donc à leur seul profit, parce qu'aujourd'hui, les brevets sont déposés uniquement au nom de cet institut de recherche. Donc l'institut de recherche contrôle 100% des droits sur ce brevet-là. Je fais une parenthèse, ça peut changer demain. Des droits, ça se cède, ça se partage, etc. Ça peut changer demain. Le fait est que depuis le dépôt du brevet, c'est uniquement l'institut de recherche qui les détient. Et pareil pour la notion d'inventeur, les inventeurs sont uniquement les chercheurs qui ont participé au projet et pas les informateurs qui ont contribué en donnant leur savoir. Bon. Donc là, on nous dit que c'est un cas de biopiraterie, que ça pose la question de l'utilisation de la médecine et des connaissances traditionnelles. Bon. On pourra discuter ça, on pourra en débattre. Bon. Donc, oui, alors, le caractère intenable de l'option 2. Et cette fois-ci, je convoque le Code civil, que je n'ai pas ouvert depuis au moins 8 ans, puis que je n'ai pas ouvert non plus aujourd'hui, parce que je suis allé sur Internet. Mais, donc, le caractère intenable de l'option 2 au regard du Code civil 1804. Hein. Toutes les règles que je vais vous énoncer ici sont des règles qui datent de 1804. Donc, la rétroactivité, etc., là, ça ne sert à rien de m'en parler, parce qu'on est sur des choses après. Donc, le Code civil nous dit qu'un contrat, c'est un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes, d'accord, destiné à créer des obligations, etc. Donc, un contrat, c'est quelque chose qui peut être écrit ou oral. Si on s'accorde et on échange nos volontés de manière orale, alors après, c'est toujours une question de preuve. Hein. Est-ce qu'on a un enregistrement qui prouve qu'on s'est bien mis d'accord là-dessus? Est-ce qu'on a un témoin, etc. Mais c'est seulement un accord de volonté, écrit ou oral. On nous dit que sont nécessaires pour que le contrat soit valide, notamment le consentement. Quand je vous disais que le consentement n'est pas un principe très 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 nouveau en droit national, voilà, ce consentement il est déjà prévu par le Code civil. Bon, évidemment, un contenu licite est certain, ça veut dire qu'on ne peut pas faire un contrat pour vendre un enfant, par exemple. Hein. Voilà. Et donc, ensuite, on nous dit, là, vous voyez, je vous ai mis un exemple sur un des vices du consentement, qui est le dol. On nous dit que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Imaginons que vous allez rencontrer une communauté, que vous vous mettez d'accord sur le partage de savoir traditionnel, que vous leur dites, écoutez, moi je veux faire un livre parce que je veux documenter, je veux vous aider à conserver vos savoirs. Et imaginez que 8 ans plus tard, vous vous apercevez que cet institut-là a déposé un brevet, ne vous a pas informé et n'a rien partagé avec vous. À mon avis, on pourrait argumenter, on pourrait aller devant les tribunaux français pour dire qu'on est dans le cas d'un dol. Parce que si vous aviez dit à cette communauté-là ou à ces personnes-là que vous souhaitiez développer un brevet, il n'est pas sûr que les personnes aient dit oui, ou en tout cas, il n'est pas sûr qu'elles auraient dit oui dans les mêmes conditions. Elles auraient peut-être dit oui, mais en négociant un contrat différent. Okay ? Donc, ce que je veux vous montrer ici, c'est que cette stratégie, elle est intenable déjà au regard du droit national. Il n'est pas besoin d'aller chercher le droit international, des lois spécifiques, etc. On a déjà des règles en matière de contrat entre individus. Ce code civil-là, pour information, il s'applique à tous les Français, donc tous les citoyens français. Et donc, à moins de considérer que les membres des communautés autochtones ne sont pas des citoyens français, vous ne pouvez pas les ignorer. Et malheureusement, c'est souvent une stratégie qui est employée de dire « Attendez, les communautés ne sont pas reconnues en droit, donc elles n'ont pas de droit spécifique, donc elles sont dans une espèce de zone grise, sans droit. Mais rappelez-vous, je vous ai dit que le droit a horreur du vide. Donc ces gens-là sont au moins des citoyens. Donc on leur applique au moins ces principes-là. Donc légalement, il est très difficile aujourd'hui, et depuis 1804, et même avant, puisqu'on avait quand même du droit avant, de justifier cette dépossession et ces tendances à essayer d'obtenir du matériel sans donner ses vraies intentions, ou en tout cas sans divulguer complètement toutes les intentions potentielles d'un projet de recherche. Donc c'est très important de le dire. Et c'est pas mal de dire qu'on veut faire un brevet, mais il faut juste informer les gens. Les gens ne sont pas nécessairement contre le fait de développer un brevet, mais il faut seulement leur dire. Imaginez, vous l'apprenez 8 ans après, et en plus on ne vous a pas dit que c'était fait, vous voyez que vous n'êtes pas du tout impliqué dedans, c'est même pas une surprise, on vous a mis sur le brevet. Donc ça pose effectivement, des gens se disent « mais c'est pas possible, j'ai été trompé, on a abusé de ma confiance ». Bon, on en discutera sûrement tout à l'heure. Autre élément très important, pourquoi cette option elle est intenable également au regard de l'éthique? Parce que dans le cadre de la communauté scientifique, vous avez des nombreux textes qui ont été développés depuis les années, au moins depuis les années 90, sur l'éthique de la recherche, en France et à l'international. Hein.
Et mon point, c'est que, étant donné que les chercheurs sont des professionnels, sont des gens, encore une fois, qui ont des privilèges énormes, qui voyagent, qui s'informent, qui échangent avec les collègues sur les pratiques locales et étrangères, il est impossible aujourd'hui de dire qu'on n'est pas au courant de ces codes-là et qu'on ne sait pas qu'il y a quand même un changement de mentalité par rapport aux recherches impliquant les peuples autochtones. Et je ne l'ai pas mentionné au tableau, mais ce qui est aussi très important, et ce qui devrait être le point de départ, ce sont les revendications des communautés et tous les ordres juridiques de ces communautés en ce qui concerne la circulation de leur savoir traditionnel. Et là, la technique habituelle pour les balayer d'un revers de mer, c'est de dire « je ne les connais pas, ce n'est pas écrit, donc je ne respecte pas ». Okay, bon. Et vous voyez, je vous ai cité mon modèle, Kelly Bannister, parce qu'elle a écrit tout ce que j'aurais aimé écrire mais 15 ans avant, et en anglais. Et donc, elle explique que, vous voyez, cette idée que toute publication n'est pas... les publications ne sont pas dommageables en soi, les publications scientifiques ne sont pas dommageables, n'ont aucun effet sur la société, c'est quelque chose qui, au mieux, relève de la naïveté des chercheurs. Mais étant donné que je viens de vous dire que les chercheurs sont des gens qui sont informés, qui sont des professionnels également, ils ne peuvent pas ignorer ces conséquences-là quand il y a une publication. Un chercheur qui publie des informations sur les savoirs et sur les plantes, il doit savoir aujourd'hui que ces informations-là peuvent mettre en péril le dépôt d'un brevet. C'est quelque chose de basique là-dessus. Donc on ne peut pas aujourd'hui se défendre en disant ça. Je fais juste de la recherche fondamentale, ça n'a aucun effet sur la société. Non, 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 ça a des effets. Donc c'est important. Donc soit ils sont naïfs, et dans ce cas-là ils sont incompétents, puis il faut les sortir du système scientifique, soit c'est un mensonge, et c'est vraiment de la mauvaise foi. Bon. Alors, la tentation de l'option 3, les modes d'action. Donc là on va passer sur le volet positif, hein, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il est possible d'imaginer ? Il y a plein de solutions extrêmement accessibles qui existent, et c'est ce sur quoi je me concentre vraiment dans mon travail de thèse au Canada, c'est identifier toutes les pratiques positives qui ont pu être développées par les chercheurs et les communautés pour essayer de combler ce fameux vide juridique qui n'existe pas, et pour améliorer leurs relations, pour qu'elles soient plus équitables. Donc, on peut imaginer des codes éthiques, des lignes directrices, des protocoles de recherche, vous pouvez y mettre le nom que vous voulez, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc des cadres généraux qui vont servir à encadrer tous les projets qui pourraient être menés avec une communauté, par exemple. Le deuxième type d'instrument, évidemment, ce sont les pratiques contractuelles. Et je vous ai dit, hein, les pratiques contractuelles, c'est extrêmement simple. Hein. C'est un échange de volonté entre deux personnes, voire plus de personnes. Ça peut être des milliers de personnes, hein, si on le souhaite. Hein. Là-dessus, la liberté contractuelle, c'est un des meilleurs outils juridiques qui permet plein de choses, hein, dans la limite de l'ordre public, encore une fois. Mais c'est un outil très accessible. Hein. Et je fais une parenthèse, parce que j'ai pu entendre dans les débats qu'on a eus ces derniers jours, l'idée selon laquelle certaines communautés ne seraient pas capables de signer des contrats. Alors, j'avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Quand on me dit qu'elles ne sont pas capables de comprendre, d'être informées, etc., etc., en tout cas, pour ce qui est de l'outre-mer français, je ne comprends pas d'où ça sort, parce que vous avez des combats qui sont menés, que ce soit contre les mines en Nouvelle-Calédonie, que ce soit contre Montagne d'Or actuellement en Guyane. J'ai plutôt l'impression que les communautés sont très capables de comprendre beaucoup d'enjeux en lien avec leur territoire. Et donc, je ne vois pas ce qui pose problème par rapport à l'information. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas de dire on va signer des contrats de 60 pages avec les communautés. Mais encore une fois, ça peut se faire de manière orale, ça peut être enregistré. Donc pour prendre un exemple, en Nouvelle-Calédonie, vous avez le palabre coutumier, et qui en plus peut être codifié aujourd'hui par un acte coutumier, qui est un acte qui est reconnu par l'État. Donc vous avez des officiers civils coutumiers qui sont capables d'acter qu'il y a bien eu un palabre, et d'acter le contenu de ce palabre-là. Donc il n'y a absolument aucune impossibilité à la possibilité de contractualiser entre chercheurs et communautés. C'est juste une question de volonté, hein, encore une fois. Hein. Mais l'attitude qui consiste à dire ils ne sont pas capables, excusez-moi, c'est une attitude paternaliste et qui n'est absolument pas fondée sur une quelconque observation empirique. Hein. Bon. Donc, des exemples locaux et étrangers. Mauvaise transition. Donc des exemples locaux et étrangers pour vous prouver à quel point c'est possible, que je ne raconte pas n'importe quoi, puis je ne lance pas des idées en l'air sans que ce soit nécessairement réaliste. Donc on a un exemple local, le code éthique développé par le CRIOPS CNRS. Et pour ceux qui étaient là aux présentations, je refais la même blague, mais on a vraiment développé ça, entre guillemets, sur un coin de table. On a vraiment développé ça avec très très peu de moyens. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'efforts, je vais revenir là-dessus. Ce code-là. Deuxième exemple, le formulaire de consentement développé à l'UPF, donc notamment avec Phila, qui est venu nous trouver avec Tamatoa, qui nous a dit on a besoin d'un code pour mener des enquêtes de terrain, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a rédigé, pareil, un formulaire de consentement très rapidement pour qu'elle puisse mener ses recherches. Et je sais que M. Buteau utilise une version de ce code-là, et que c'est quelque chose qui évolue au gré de la mise en œuvre sur le terrain, ce qui est tout à fait normal et ce qui est une très bonne pratique justement, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas au niveau des principes.
Donc, des outils ont été développés ici dans ce domaine-là. De nombreux exemples étrangers. Je vous ai mis une photo sur la gauche de l'écran, sur votre droite plutôt. Donc, le protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador. Vous voyez, 2005, hein, on est en 2018. Et on a encore très très peu d'instruments en France. Hein. Et ça, c'est en français en plus. Hein. On n'a même pas l'excuse de « je ne parle pas anglais hein. ». Sachant que les chercheurs dans le domaine de l'ethnobotanie, en général, ils écrivent aussi en anglais, donc ils sont capables de lire ça. Mais je ne m'explique pas pourquoi ces codes-là n'ont pas traversé l'Atlantique. Et je les ai découverts uniquement en allant de l'autre côté étudier au Canada. Mais ce sont des choses qui sont publiques. Hein, ça se trouve très très facilement sur Internet. Hein. Je vous donne un autre exemple. 96, vous voyez, principe de recherche de la nation Innu. Et je vous ai mis ces deux-là parce que celui-là, il fait 25 pages. C'est la première édition. La version de synthèse fait 25 pages, la version intégrale fait 75, c'est la première édition. La deuxième édition fait 120 pages, pour vous montrer la complexité de ce que ça peut représenter. Hein. Les principes de recherche de la nation Innu, c'est 3-4 pages. Donc c'est vraiment un document très très simple, hein. On va revenir là-dessus. Donc finalement, j'en ai observé à peu près plus de 120 au Canada. Il se trouve que ça, ce sont des choses qui sont... l'échantillon que j'ai est vraiment un échantillon qui n'est pas... exhaustif. C'est évident, parce que j'ai des communautés qui ont refusé de travailler avec moi pour X raisons, puis on pourra en reparler, pour des très bonnes raisons d'ailleurs, et parce qu'il y a des communautés qui ne m'ont pas répondu. Parce que, encore une fois, vous voyez, et ça fait partie des limites de ma recherche, c'est que j'ai contacté uniquement les gens par email, et on ne communique pas avec toutes les communautés par email. Avec beaucoup de communautés, il faut se déplacer une fois, deux fois, trois fois, pour rencontrer les gens en personne, ou prendre le téléphone. Mais j'ai fait ce choix-là, justement, c'était un test aussi méthodologique, mais j'ai fait le choix de passer que par l'email. Mais tout ça pour dire que cet échantillon-là, c'est une toute petite partie de la réalité. Il y a beaucoup plus de choses qui existent sur le terrain. Et ce sont des choses qui sont mobilisables. Et pour la petite histoire, on s'est servi notamment de ces codes-là pour développer ceux qu'on a développés en Polynésie. Mais ils ont été adaptés quand même. Hein. Je vous encourage à les lire, ils ont été adaptés. Et je ne dis pas qu'ils sont parfaits, hein, loin de là. Hein. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai fait une version que je pensais être la meilleure, que j'ai soumise, et ensuite ça ne m'appartient plus. C'est les chercheurs qui en discutent, etc. Et il y a des choses que j'avais inclus qui ont été retirées. Donc voilà, on pourrait en reparler. Alors, comment développer son propre instrument? Parce que ça, les gens me demandent. Et puis on a l'impression que c'est hyper complexe, hyper dur à faire. Et je leur réponds systématiquement qu'en fait, tout ce qu'il faut, c'est un stylo, une feuille de papier. Ça commence comme ça. Hein. Bon, un ordinateur, c'est mieux parce que ça permet de le partager après. Mais un stylo, une feuille de papier, un tableau, pour pouvoir commencer à réfléchir, à développer des principes. Donc, un groupe d'individus, évidemment, concernés et intéressés par la problématique. Et ensuite, comment on fait? Bon, ce n'est pas la méthodologie complète ici, mais c'est juste pour vous donner une idée. On pose des questions extrêmement simples. Ces questions extrêmement simples, c'est par exemple, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas en matière de circulation des savoirs? Et c'est très étonnant de voir à quel point les gens ont une idée très précise hein, de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et il suffit de lancer ces questions-là, d'attendre, éventuellement de laisser un peu de silence, et les gens, en général, se lancent et expliquent ce que pour eux est acceptable et ce qui ne l'est pas. Autre chose qui pourrait être... Mais là, à la limite, la question, elle n'est pas terrible quand même, parce que quels devraient être les droits de chaque partie? C'est un petit peu déjà orienté. Ah, vous voyez, j'ai fait une coquille de thé. Quelles devraient être les obligations de chaque partie? On peut imaginer plein de questions pour... faire émerger des règles qui sont acceptables pour les communautés par rapport au savoir. Et j'ai toute une méthodologie que je peux partager éventuellement, parce que le but, ce n'est pas, dans le cadre de la rédaction de ces articles-là, ce n'est pas d'imposer des règles. C'est au contraire de laisser les personnes développer leurs propres règles. Parce que d'un point de vue de l'appropriation de ces règles-là, c'est très important que les règles émergent directement des communautés. Je peux donner des modèles, vous pouvez copier le protocole des Premières Nations du Québec et du Labrador, mais tout ne sera pas adapté, et puis le truc n'appartiendra pas nécessairement aussi bien aux communautés que s'il l'avait développé. Donc c'est aussi un exercice qui permet de se réapproprier le droit, de vraiment se décomplexer par rapport à l'exercice de faire du droit, et c'est vraiment un exercice de décolonisation aussi. Hein. C'est très important. Bon, qu'est-ce qu'une recherche équitable ? Parce que ça, c'est vraiment important pour que vous puissiez comprendre ce que j'essaie de faire. Pour moi, une recherche équitable, c'est d'abord le libre choix pour les communautés en ce qui concerne la circulation de leur savoir. C'est-à-dire que les communautés puissent avoir le choix de décider comment et dans quelles conditions leurs savoirs vont circuler au-delà de la communauté et vont interagir avec la science. Et donc là, je vous cite une auteure autochtone qui est extraordinaire, je vous encourage à aller lire ses écrits, c'est vraiment super intéressant. Donc, c'est tout ce qui m'intéresse.
Ensuite, que les communautés décident d'aller déposer un brevet, pas déposer un brevet, etc., j'en ai absolument, c'est pas quelque chose qui m'intéresse profondément. Si, d'un point de vue curiosité, etc., combien de communautés veulent déposer un brevet et combien ne veulent pas, ok. Mais l'idée, c'est que les communautés puissent décider des conditions dans lesquelles leurs savoirs vont être diffusés. Et pourquoi ça m'intéresse ? Parce que moi, en tant que chercheur, j'ai le droit de décider de ça. J'ai le droit de décider de quelle manière je vais pouvoir m'exprimer. Vous voyez, avant qu'on commence à filmer, on m'a dit « on va te filmer ». On ne m'a pas filmé par surprise pour diffuser ensuite la vidéo et que je ne puisse plus rien faire derrière. J'ai des droits, hein. D'ailleurs je dois autoriser pour que ça diffuse sur le site, etc. Je peux m'y opposer tout au long de ma vie, etc., etc. Plein de trucs sur le droit d'auteur là-dessus. Bon, peu importe. Donc le point, c'est aussi ce qui m'énerve un petit peu sur ce sujet-là, c'est la notion de double standard. C'est-à-dire qu'un biologiste, là, dans la station que je vous ai mise, et puis c'est bien mieux expliqué que la manière dont je vais le faire, mais c'est que un chercheur ne pourrait pas aller voir un autre chercheur pour lui demander tous ses résultats, pour ensuite aller publier un livre sur lequel il mettrait uniquement son nom. C'est totalement impensable. Vous voyez, ça fait sourire les gens. Pourquoi, dans ce cas-là, quand on va interroger un expert dans son domaine, que ce soit la pêche, que ce soit la chasse, que ce soit les plantes traditionnelles, pourquoi les chercheurs, dans certains cas, considèrent qu'ils peuvent s'approprier toutes ces données-là et ensuite éditer ça sous forme de livre avec seulement leur nom et éventuellement avec un petit remerciement en deuxième page, mais sans plus. Et c'est ça qui, m'obsède depuis le début de mes recherches, cette asymétrie de relations. Et honnêtement, je me place vraiment du côté de ma communauté, qui est la communauté des scientifiques. Hein. C'est pas, j'essentialise absolument, enfin en tout cas j'essaie de ne pas essentialiser les communautés, et je ne suis pas là pour défendre, je ne me pose pas en défenseur des communautés qui ne réfléchiraient pas, décérébrées, mais vraiment, je me pose comme membre de ma communauté et je suis choqué par ces pratiques-là. Je considère que ce n'est pas normal, ce n'est pas équitable, et c'est tout l'objet de mes recherches d'essayer de rééquilibrer ça du point de vue de la communauté des chercheurs. Donc voilà, donc je ne comprends pas ça. Et aussi, puis je voulais enlever parce que je l'avais déjà mis au CIPAM, mais par exemple, quand moi je suis accueilli dans un labo, je dois signer un contrat. J'en ai pas signé d'ailleurs avec vous. Je dois signer un contrat qui donne mes obligations, qui donne un petit peu, mais il y a sûrement quelque chose, hein. Il y a un truc sur l'accueil des chercheurs avec un règlement à respecter de l'UPF, etc. J'en suis absolument convaincu. Donc je dois respecter les règles de la maison dans laquelle je me trouve. Comment se fait-il que quand un chercheur va sur le terrain, il n'ait pas à respecter ces codes-là? Et comment se fait-il qu'il ne s'informe pas de ces règles-là? Parce que les règles existent. Et les règles juridiques existent, c'est seulement qu'elles ne sont pas nécessairement directement accessibles pour le chercheur et qui n'en fait pas nécessairement la demande. Petite anecdote, en ce qui concerne les codes éthiques au Canada. Vous ne pouvez pas être dans une communauté et dire « Ah, j'ai pas vu les règles d'usage, j'ai pas vu les codes de pratique en matière de recherche, c'était pas écrit, à vos souhaits, c'était pas rédigé, etc. Je les ai pas vus. » Vous pouvez pas dire ça, parce que le code éthique canadien vous impose de vous informer, de rechercher ces règles-là et de les respecter. Vous ne pouvez pas jouer l'innocent, vous ne pouvez pas dire « j'ai pas réussi à les trouver ». Donc ça c'est important, parce que ça veut vraiment dire qu'on cherche à respecter le règlement intérieur des personnes avec qui on va faire de la recherche plutôt. Voilà. Alors, pour finir sur la recherche équitable, à mon sens, et puis je ne vais pas le détailler plus que ça, on pourrait en reparler des heures, hein, pour moi il y a quelques grands principes qui sont très importants dans une recherche équitable, c'est notamment la participation des communautés et de leurs membres à toutes les étapes du projet. Que ce soit la définition du projet de recherche, que ce soit la collecte des données, que ce soit l'interprétation des données, l'analyse, la présentation des résultats, qu'il y ait quelqu'un qui soit là pendant qu'il y ait une conférence, qui puisse intervenir également aux côtés du chercheur pour qu'on ait deux voix. Et je rebondis sur mon histoire d'écologie des savoirs. Donc faire une place à ces gens-là au niveau de la restitution également des connaissances. La transparence dans les échanges, donc c'est-à-dire une information à tous les niveaux. Et l'information, ce n'est pas quelque chose qui se fait une seule fois, c'est quelque chose qui se fait de manière régulière, pour dire voilà où j'en suis, voilà ce qu'on a trouvé, voilà les limites, voilà les obstacles, et ça, on informe tout au long et on garde des contacts réguliers avec les communautés et les personnes avec qui on travaille. Le partage des pouvoirs de décision, c'est très important ça. Tout au long du projet de recherche, c'est important que les communautés, les membres, les participants à un projet puissent avoir un réel pouvoir de décision, par exemple sur la collecte de certains savoirs, sur la publication de certaines données, sur l'organisation des résultats, sur leur interprétation. Ça, c'est très important pour rééquilibrer la relation et encore une fois pour éviter des choses dommageables et qui ne pourraient pas être le fait d'une intention volontaire de la part du chercheur ou de la chercheure. C'est-à-dire, par exemple, imaginons la divulgation de noms secrets qui ont été effectivement communiqués, par exemple, aux chercheurs, mais qui ont été communiqués dans un cadre privé.
dans le cadre d'une relation entre deux personnes et qui ne sont pas censés être divulgués dans le cadre de forums publics, par exemple. Donc très important d'avoir ces mécanismes-là pour éviter de faire des erreurs, parce qu'une fois que c'est diffusé, c'est trop tard. Donc vraiment, c'est aussi pour les chercheurs qui peuvent être gagnants avec tout ça. Et donc ça rejoint ce que je viens de vous dire, une recherche qui intègre le principe de précaution quant aux actions des chercheurs vis-à-vis des communautés et de leur savoir. C'est vraiment de se poser la question, partir du principe que ça peut être dommageable, qu'une publication, que ce n'est pas anodin, que ça a des conséquences. Donc qu'est-ce que je fais avec ces données-là? Est-ce que je publie, est-ce que je ne publie pas? Et là, je me bats avec certains collègues qui me disent que la recherche n'a pas de limite, qu'il faut absolument tout publier, etc., jusqu'aux confins de l'univers. Et je considère que tout ne doit pas faire l'objet d'une recherche scientifique. Il y a des choses qui ne doivent pas nécessairement être publiées parce que c'est trop dangereux. Peut-être que ça, maintenant, c'est trop dangereux, donc il faut trouver des stratégies pour éviter ça. Kelly Bannister, dont je vous parlais tout à l'heure, voilà pourquoi c'est mon modèle notamment. Elle a fait sa thèse dans l'Ouest canadien, avec les communautés sur les plantes médicinales. Elle avait des choses très intéressantes dans ses résultats. Au moment du dépôt de sa thèse, elle sait que les communautés, parce qu'elle en a parlé avec elles, ne sont pas d'accord pour que les résultats soient publiés. Elle a essayé toutes sortes de stratégies pour essayer de faire en sorte que ça ne soit pas divulgué. Donc elle a essayé de retirer son chapitre analyse chimique de sa thèse pour protéger ces données-là. Le comité de thèse lui a dit non. Non, si tu fais ça, tu n'auras pas ta thèse dans ton domaine, donc on ne peut pas faire ça. La solution la meilleure qu'elle a pu trouver, c'est de soutenir à huis clos. Ce qui se fait ici aussi. Alors évidemment, on se fait ça pour protéger les futures inventions. Mais vous voyez, elle l'a fait pour protéger des données sensibles. Donc thèse à huis clos pendant 6 ans, qui est la durée maximale du huis clos dans son université, pour protéger ces données-là et pour donner le temps à la communauté de se préparer à la divulgation et pour pouvoir discuter avec la communauté et mettre en place cette divulgation future. Donc voilà une approche précautionneuse. Et vous savez, à l'époque, tout le monde lui a dit « mais c'est pas possible, tu te rends pas compte, tu mets ta carrière en péril, tu vas jamais pouvoir intégrer l'université, etc. » Cette dame-là, aujourd'hui, elle est professeure à l'université de Victoria au Canada. C'est une superstar internationale dans son domaine. C'est une des personnes qui a le plus contribué au développement de l'éthique au Canada et qui est hyper respectée dans son domaine. Si vous cherchez quelqu'un dans ce domaine-là, c'est vraiment cette personne qu'il faut aller voir. Donc, elle en a tiré, pour sa carrière, en tout cas, des bénéfices extraordinaires, sans qu'elle le cherche. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que au lieu de foncer tête baissée puis de s'arc-bouter sur son projet de recherche qui est la publication sur les plantes médicinales, la valorisation, les brevets, etc., elle a trouvé une voie complètement différente qui n'était pas du tout, à mon avis, anticipée. Elle a écrit son chapitre 7 dans sa thèse, qui est un des plus beaux chapitres sur l'éthique, à mon avis, à une époque où il n'y avait absolument rien. Et donc elle a développé tout un pan de recherche, justement parce qu'elle a adopté cette approche précautionneuse vis-à-vis des recherches impliquant les communautés. Bon, je pense que ça commence à faire beaucoup là. Oh là là, ça commence à faire beaucoup. Bon, je vais aller vite. Oui, ce que je voulais vous dire par rapport au développement de ces instruments-là. L'idée principale, c'est s'autoriser à innover et valoriser l'existant. Je viens de vous présenter plein d'éléments, d'outils qui existent au Canada. Il ne faut pas avoir peur de créer des choses, il ne faut pas avoir peur d'essayer de développer des nouveaux outils. Encore une fois, ce n'est pas sorcier. Un stylo, une feuille de papier, et puis personne ne jugera le résultat. Et au contraire, vous aurez déjà fait beaucoup plus que beaucoup d'autres. Donc là-dessus, il n'y aura rien à dire à ce niveau-là. Et donc, vous voyez, tout est résumé dans la première phrase de Santos, qui est encore là. Ce n'est pas de l'alternative dont on a besoin, mais de penser de manière alternative les alternatives existantes. Quand je vous parlais des ordres juridiques autochtones qui existent aujourd'hui, qui ne sont pas nécessairement connus des chercheurs, ça, c'est aussi une piste de réflexion. Les solutions existent déjà. Il n'y a pas besoin d'inventer des choses extraordinaires. Bon. Oui, le droit, un outil malléable à la disposition des citoyens. Je n'en peux plus de cette histoire de on est obligé d'attendre l'État, il faut absolument qu'on attende ces gens, ces experts, ces juristes, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+12 en droit pour rédiger un contrat. Tout le monde est capable de rédiger un contrat. C'est le principe même du Code civil et c'est le principe même de la liberté contractuelle. Il suffit d'être majeur et de faire attention au vice de consentement. Point à la ligne. Bon. Donc vous voyez, Étienne Leroy, très grand anthropologue du droit, qui nous dit que le droit n'est pas tant ce qu'en disent les textes que ce qu'en font les citoyens. La loi du pays peut dire quelque chose, un détenteur de savoir peut dire autre chose. Et excusez-moi, mais à moins de torturer les gens, ce qui n'est plus autorisé, heureusement, sauf certains pays, que je ne citerai pas parce que je suis filmé, il est possible d'avoir une version différente qui puisse être adoptée par les détenteurs, parce que vous n'aurez pas le choix de le respecter en tant que chercheur. Si c'est imposé, peu importe ce que vous dit la loi de pays, si vous voulez accéder au savoir, vous devrez le rédiger. Donc là, il faut vraiment se décomplexer par rapport à l'état actuel du droit en matière d'encadrement de la bioprospection.
Très important. Le droit, c'est vraiment un outil pour les citoyens. C'est pas quelque chose qui doit être accaparé par une élite de juristes. Évidemment, ils essaient tout le temps de faire croire ça, parce que, encore une fois, salaire, carrière, avancement, etc. Moi y compris, hein. Moi y compris. Mais dans mon domaine, il y a tellement de besoins que... Je rêve de ne plus avoir à faire ça. Et j'aime l'Université d'Ottawa. Bon, je finis très rapidement sur les risques du métier, parce que ça c'est quand même intéressant sur ces combats-là, parce que je veux vraiment faire un petit éclairage là-dessus, parce que c'est important. Donc, voyez, premier message que j'ai reçu de Monsieur X, de l'organisme Y, qui me dit « Je souhaite pour vous ne jamais avoir à répondre à d'éventuelles demandes de renseignements concernant la suite de votre carrière. » Voilà, bon, à l'époque j'étais doctorant, hein, donc vous voyez que c'est quand même une pratique qui est assez violente, de la part d'un chercheur senior en l'occurrence. Deuxième exemple, une démarche qu'on a menée auprès de la société Les Parfums Christian Dior, qui m'a valu une lettre du cabinet d'avocats en copie de mon président d'université, parce que j'avais le malheur de les informer du dépôt de certains brevets sur des plantes calédoniennes, et donc du fait que je pensais que c'était peut-être un petit peu limite par rapport au respect des droits des communautés. Donc, lettre à mon président d'université, qui évidemment m'a appelé dans les 2-3 heures, en tout cas le service juridique, pour savoir ce qui se passait. Bon, donc je reçois cette lettre-là, mais bon, l'histoire se termine bien en l'occurrence, hein, puisque vous voyez qu'en septembre 2018, vous avez la Nouvelle-Calédonie, et en particulier le Sénat coutumier qui s'est joint à cette action-là, et qui demande des comptes à la société Les Parfums Christian Dior. Et aujourd'hui, vous avez cette société-là qui est extrêmement ouverte à des compensations éventuelles, à des excuses par rapport à ce qui s'est passé, à faire la transparence par rapport au cas en question. Donc une démarche extrêmement positive une fois qu'on pose la question et qu'on essaye de parler avec eux calmement. Donc expérience positive parce qu'on essaie de faire de la médiation et les gens en général comprennent quand on leur explique ces choses-là. Et donc on va voir ce que ça va donner, mais ça pourrait donner quelque chose d'extrêmement positif pour le futur. Bon, oui, alors ça je vous l'ai mis parce que c'est drôle. Pierre Bourdieu qui a dit que bon, effectivement, quand vous êtes fonctionnaire, chercheur payé par l'État, effectivement, vous avez quand même une certaine responsabilité de vous engager sur certaines problématiques. Bon, lui, il allait encore plus loin, parce qu'il fallait soutenir les syndicats, etc., puis en particulier ceux de gauche, contre les dynamiques néolibérales. Mais c'est sûr, un chercheur qui a autant de privilèges, il a quand même une responsabilité dans ce domaine-là, d'essayer de prendre la parole et d'essayer de s'opposer à ces pratiques-là. Donc je ne veux pas vous faire pleurer avec les anecdotes, c'est parce que c'est drôle comme élément, puis j'en rigole aujourd'hui. Et puis demain, on en reparlera. Oui, conclusion. Donc, selon moi, il n'appartient qu'aux acteurs locaux de décider de développer des cadres de collaboration novateurs. C'est vraiment une décision à prendre, point à la ligne. Et ça ne prend pas des heures. Hein. Je pense que les communautés autochtones et locales n'ont aucune obligation d'accepter un projet de recherche. Et je rebondis sur ce que j'ai déjà dit au début. Mon but n'est pas d'encourager une rupture entre les chercheurs et les communautés. Par contre, ce que j'aimerais encourager, c'est plus de réflexion sur ce que les chercheurs peuvent apporter aux communautés et ce que les communautés peuvent demander aux chercheurs. Et mon message, en fait, là, c'est de dire que les communautés ont le droit de demander des choses aux chercheurs en disant « nous, ce qui nous intéresse, c'est ça » ou « c'est ça ». Ce n'est pas nécessairement ce qui intéresse les chercheurs parce que les communautés sont des gens qui sont composés de membres qui ont aussi des vies, tout simplement, des activités, et donc des ressources limitées. Et dans ce cadre-là, elles ont le droit de décider que certains sujets sont prioritaires avant d'autres, et de ne pas dépenser leur énergie sur des choses qui ne les intéressent pas. Et encore une fois, avant qu'on me dise « c'est pas possible », je précise qu'au Canada, vous avez des communautés qui publient régulièrement des plans en ce qui concerne la recherche de leurs priorités. Et donc elles indiquent que la priorité, par exemple, c'est la recherche sur le caribou pour l'année 2014. Pour l'année 2015, ce sera la recherche sur le phoque. Et en 2016, ce sera la forêt. Vous pouvez soumettre d'autres projets de recherche, mais vous n'avez aucune garantie que nous y répondrons. Donc ça, c'est un pouvoir aussi dont disposent les communautés. Il faut vraiment se décomplexer par rapport à ça, hein, parce qu'il n'y a aucune limite à ça. Hein. On va essayer dans certains cas de le faire croire, mais il n'y en a pas. Et à mon avis, les chercheurs ont une responsabilité particulière d'agir de manière précautionneuse, étant donné tous leurs privilèges, étant donné l'accès, encore une fois, aux canaux et aux canaux de pouvoir auxquels ils ont accès, ils ont, je pense, une responsabilité particulière de faire attention. Et quand je dis ça, je dis une responsabilité particulière d'essayer. Hein. Ce n'est pas une obligation de résultat pour demain, mais c'est vraiment une obligation de moyens et puis d'essayer de faire les choses correctement. Il y aura encore des erreurs.
il y aura des choses qui ne vont pas fonctionner. Mais l'idée, c'est au moins d'essayer d'être positif et d'essayer de changer les choses. Parce que honnêtement, quand je regarde l'état de la situation en France, dans l'outre-mer et au Canada, je suis atterré. Je suis atterré par ce que je vois, parce que je ne comprends pas cette différence de traitement et surtout l'écart entre ces deux expériences-là. Alors, comme me le faisait remarquer Jean-François, et puis je le remercie pour ça, effectivement, il y a un rattrapage à faire et ça ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain, mais je pense que tout le monde a gagné à essayer de faire ce rattrapage-là et avoir des relations plus équitables. Ça ne va pas bloquer les recherches, ça ne va pas entraîner des obstacles et des coûts faramineux par rapport à ça, mais au contraire. Voilà. Donc j'en ai terminé avec ça. Je vous remercie pour votre attention parce que j'ai pris beaucoup plus de temps que je pensais.